En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Avant de poursuivre les 37 pratiques de Bodhisattva, avez-vous des questions sur ce qu'on a vu précédemment? Ça va, tout est clair? Très bien. Donc nous en sommes à la pratique 3, à la troisième pratique. Et qui dit « La pratique de tous les bodhisattvas est de partir pour des lieux solitaires, à l'écart des objets néfastes, afin que les émotions négatives diminuent progressivement et qu'à l'abri des distractions, les activités vertueuses se renforcent naturellement. Alors, quand l'esprit se concentre clairement, survient la conviction dans l'enseignement. » Bon, ça rejoint déjà ce que l'on a dit dans la deuxième pratique. Là, on est vraiment au tout début du cheminement du bodhisattva. On voit que quand on s'engage dans ce chemin, il y a des situations à éviter et des situations plutôt à favoriser. Ce qui est à éviter, c'est ce qui va toutes les situations, et quand je parle de situations, c'est les individus aussi, qui vont avoir tendance à développer chez nous des facteurs perturbateurs, des kleshas. Par contre, les situations favorables ou les amis, les personnes que l'on peut fréquenter, ce sont toutes celles qui vont plutôt développer dans notre esprit l'amour, la compassion, et donc la bodhicitta. Nous avons besoin de nous entourer de ces conditions favorables parce que notre esprit est encore un peu faible et qu'il est, on va dire, très influençable. Rinpoche décrit cela. C'est un conseil pratique car en tant que débutants, nous sommes fortement influencés par notre environnement et les situations que nous vivons. Pour cette raison, il est recommandé de saisir toutes les opportunités de se retirer dans la solitude, pas seulement au sens extérieur, mais également au sens intérieur. Donc, si nous avons la possibilité de faire des temps de retraite, eh bien, ça va être favorable. Mais bien sûr qu'il faut les faire dans un lieu qui va être favorable aussi à la non-distraction, à la non-dispersion et à l'agitation. On peut faire des retraites chez soi. Vous pouvez très bien prendre 3 jours et faire une retraite chez vous. Si vous vivez seul, si vous vivez dans un environnement pas trop bruyant, pas trop rempli de distractions, bien vous pouvez très bien vous prendre quelques jours et puis vivre en tant que retraitant chez vous. Les centres du Dharma sont normalement placés dans des endroits où ces situations vont être favorables pour la tranquillité de notre esprit et pour la non-distraction. Il y a pas de... Il y a des centres où on fait la fête tous les soirs. Voilà, ce n'est pas forcément favorable pour la paix de l'esprit. Bon, ici, ce n'est pas le cas, on est plutôt austère, je trouve. Mais voilà, bon, c'est un lieu calme, c'est un lieu paisible, il n'y a pas de trop de distractions, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on peut passer du temps en retraite ici, c'est plutôt favorable. Alors quand il parle de retraite, Rinpoche, il dit retraite extérieure d'accord, mais retraite intérieure aussi. Parce qu'on peut être en retraite dans un lieu tout à fait favorable pour faire une retraite, mais intérieurement, on peut être complètement dans l'agitation et dans la vie mondaine aussi. On peut se faire des films pendant toutes les sessions de méditation. Donc il faut faire l'expérience, il faut voir en quoi le retrait, la retraite, est un
une condition favorable pour travailler sur notre esprit, pour développer les vertus et pour que les kleshas, eh bien cela veut dire se mettre en retrait par le corps, la parole et l'esprit. Être en retraite par le corps, ça veut dire éviter toute activité physique. On ne va pas jardiner, on ne va pas tricoter, on ne va pas avoir une activité physique. Quand on entre dans les retraites de longue durée, on nous explique bien ça, quoi. Hein, c'est ne rien faire physiquement, quoi. Pas d'activité physique. Bon, si vous devez couper du bois pour votre chauffage, voilà, vous coupez du bois pour votre chauffage. Mais plus que ça, non. Est-ce que c'est utile? On fait ce qui est utile, mais si ce n'est pas vraiment utile, on laisse notre corps tranquille. Notre parole, quand on est tout seul, c'est facile, mais quand on fait des retraites à plusieurs, là aussi, on va avoir une vigilance par rapport à la parole. Et alors ça, c'est vraiment à apprendre, quoi. Et on le voit bien dans les week-ends. Ça tchatche, mais... Et puis fort, quoi. Et c'est curieux parce que les personnes nouvelles, c'est peut-être par timidité, mais en tout cas, elles sont beaucoup plus calmes que les anciens. Les anciens qui ont l'habitude de venir ici, alors c'est les retrouvailles, je suis d'accord, c'est pour ça que le vendredi soir, en général, on ne fait pas silence le soir, parce que c'est soirée retrouvailles, et on est content de se retrouver. Mais les autres soirs, ou sur une semaine, les autres soirs, faisons silence, quoi. Et le faire silence par la parole, c'est ne pas communiquer avec l'autre. Je suis toujours surpris, quand on est en silence, des petites questions, c'est est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux du pain? Est-ce que tu veux te servir de ça? Mais la personne est assez grande pour savoir si elle a soif, si elle a besoin de pain, etc., quoi. Ça fait partie de la bodhicitta, le respect du silence de l'autre. L'autre a peut-être besoin de ce silence et de ne pas être importuné par des questions, même dites à voix basse. Faisant confiance, elle peut vivre par elle-même et en même temps, elle est consciente de ce qui se passe dans son esprit, elle est en état de méditation. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes de voir combien le silence peut être favorable à notre pratique de la méditation. Et pourtant, c'est très favorable. Rinpoche continue en disant « Quand nous parvenons à rester seuls, à la fois mentalement et physiquement, et que nous utilisons des techniques méditatives pour rendre notre esprit clair et paisible, nos afflictions vont diminuer progressivement. Une fois que nous aurons quitté les situations défavorables dans lesquelles nous sommes pris par l'aversion, la soif et l'ignorance, il nous sera plus aisé de faire face au poison de l'esprit. Il y aura moins de distractions et les activités saines s'accroîtront naturellement. Avec moins de distractions et d'émotions négatives, l'esprit deviendra plus pur, la conscience claire et la confiance en le Dharma naîtront. » Donc à chaque fois que nous avons des opportunités de pratiquer en retraite, utilisons ces opportunités, mais soyons vraiment en retraite. Et on fera l'expérience qu'effectivement, les kleshas vont diminuer et que la bodhicitta va se développer. Alors c'est pour ça que régulièrement, on a une semaine où l'on ne prend pas part à l'activité du centre. Et la personne, si elle veut, elle peut être en retraite cette semaine-là. Et c'est déjà très bien d'avoir une semaine de retraite tous les mois, quoi. Il n'y a aucun centre où ça existe vraiment, ce genre de structure, si vous voulez. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est les 3 pieds du tabouret doivent être de longueur égale, quoi.
Alors, qu'y a-t-il d'autre à dire? La pratique de tous les bodhisattvas est de partir pour des lieux solitaires, à l'écart des objets néfastes, afin que les émotions négatives diminuent progressivement et qu'à l'abri des distractions, les activités vertueuses se renforcent naturellement. Alors, quand l'esprit se concentre clairement, survient la conviction dans l'enseignement. Ça, c'est un signe aussi que l'esprit se modifie. C'est la conviction dans l'enseignement. La confiance dans l'enseignement du Bouddha. On commence à faire l'expérience de la transformation de notre esprit par l'application de l'enseignement. Quand on n'étudie pas les textes du Bouddha, on n'étudie pas les sutras. C'est un peu, c'est un peu dur à avaler les sutras, hein, même si on peut les lire, mais parce que c'est une tradition orale et donc il y a beaucoup de répétitions. Par contre, vous savez que dans le Dharma, les shastras, c'est-à-dire les commentaires de ces enseignements, sont considérés comme ayant autant de valeur que les sutras eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les commentaires des maîtres du passé, comme Tomé Zangpo, comme ce commentaire-là, comme le texte de Shantideva, le Bodhisattva Charyavatara, et les commentaires de ces textes, sont considérés comme ayant autant de valeur que l'enseignement direct du Bouddha. Pourquoi? Parce que ce sont les enseignements du Bouddha qui sont repris et reformulés dans un contexte particulier, à une époque particulière et pour des êtres particuliers. Mais ce n'est pas autre chose que l'enseignement du Bouddha. Et c'est pourquoi, comment on en a la preuve, c'est que chaque maître, dans le commentaire qu'il fait, cite le Bouddha ou cite des maîtres précédents comme référence par rapport à ce qu'il est en train de dire. Donc il n'invente rien, il reformule ce que le Bouddha a dit. Et on voit toujours qu'un maître qui fait un commentaire va énoncer son commentaire, mais il va dire, voilà, ça c'est ce que le Bouddha a dit dans tel sutra, ou c'est ce que tel maître a dit dans tel texte. Et il y a toujours la référence à un maître antérieur ou au Bouddha lui-même pour bien montrer que personne ne fait sa petite cuisine, mais qu'il reformule simplement l'enseignement du Bouddha lui-même. Donc c'est pour ça que pour nous, les commentaires sont aussi précieux que les enseignements eux-mêmes. Et ils sont plus compréhensifs en tout cas, compréhensibles. Quand dans votre pratique, vous avez cette confiance qui se développe dans l'enseignement, c'est un bon signe. C'est un signe que votre esprit commence à s'apaiser, commence à se transformer. Vous avez ça? Vous avez cette conviction par rapport aux enseignements? Ou est-ce que vous avez toujours des tas de doutes? Est-ce que vous êtes sûr que l'enseignement du Bouddha peut vous conduire à l'éveil? Vous êtes sûr de ça? Ouais. Pas de... Voilà. Éclaircissez vos doutes si vous avez des doutes là-dessus. Et pour éclaircir vos doutes, mettez en pratique l'enseignement du Bouddha et voyez s'il transforme votre esprit. Un enseignement que vous pratiquez et qui ne transforme pas votre esprit, laissez-le tomber. Laissez cet enseignement. Ça ne vous convient pas à ce moment-là. Peut-être que ça vous conviendra un jour, donc ne le rejetez pas, mais dites-vous que cet enseignement n'est pas pour moi maintenant. Je me souviens qu'il y avait un lama un jour qui enseignait sur les 10 terres de Bodhisattva. Alors, ce qui se passe quand on arrive à la 3e terre, voilà, ce que l'on vit, etc. Et il y a une personne dans la Sangha, dans l'assemblée, qui a demandé la parole et qui a dit « Écoutez, c'est bien joli votre enseignement, mais moi, pour le moment, je suis confronté à des kléchas, par exemple, je ne sais pas comment m'en dépêtrer, et le Dharma ne m'aide pas, en tout cas cet enseignement du Dharma ne m'aide pas à faire face à ces kléchas. Donc ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin actuellement pour faire face à mes kléchas. » Et je trouvais que c'était très
utile que cette personne ramène l'enseignement à quelque chose de pragmatique et utile pour notre pratique et notre transformation intérieure. C'est bien beau de connaître ce qui se passe à la 8e terre, la 9e terre. Moi, j'ai envie de dire, je le saurai quand j'y serai, quoi. Mais en attendant, c'est que se passe-t-il dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne, les situations auxquelles je dois faire face, comment est-ce que je peux les affronter sans cléchat, en étant détendu, en étant libre des cléchats qui se développent habituellement quand je suis confronté à ce genre de situation. Voilà. Question sur cette strophe 3 ? Ça va ? Partir en des lieux solitaires, oui. Oui. Oui, c'est aussi oui, bien sûr. Ça comprend aussi l'esprit. On peut partir dans un lieu solitaire, dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, et avoir un esprit qui n'est pas du tout en retraite et qui est complètement imprégné de la vie mondaine et qui est distrait, par exemple, tout le temps. Il y a un maître, je ne sais plus dans quel texte, où on voit si on est en retraite dans un lieu solitaire avec cet esprit-là, le seul résultat de notre retraite, ce sera un gros tas d'excréments à côté de la grotte. Et c'est tout, quoi. Donc, c'est aussi mettre notre esprit en état solitaire. Quand ici, par exemple, on est chez nous, on est dans notre chalet ou dans notre chambre si on n'a pas encore de chalet, mais c'est un état solitaire. C'est un lieu propice à notre pratique. Ce n'est pas un lieu où on invite les uns les autres à faire la bringue tous les soirs. Voilà. Hein, on est en fait en semi-retraite, on va dire. On vit en semi-retraite. Donc c'est plutôt propice à notre pratique, donc favorable à cette transformation de l'esprit. Quand nous serons suffisamment avancés, on pourra méditer dans toutes les situations. Je suis sûr que Rinpoche, son esprit n'est pas perturbé alors qu'il est dans un aéroport avec foule de monde, etc. Voilà, mais nous n'en sommes pas là. Et là-bas, c'est l'esprit, comment dire, ce côté solitaire, il n'a pas, il faut appliquer quoi? Si on ne l'a pas? Ouais, si on n'a pas. Alors, si on n'a pas cet esprit solitaire, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Je reprends la question parce que c'est peut-être pas enregistré là. C'est voir en quoi la solitude est favorable à notre pratique. La solitude, en gros, c'est être sans distraction, être dans notre pratique et ne pas avoir l'esprit distrait par des activités mondaines. On peut très bien avoir l'impression d'être en retraite, mais l'esprit préoccupé par des activités mondaines. C'est-à-dire que dans la solitude, on ne va pas s'occuper de ce qui se passe dans le monde. On ne va pas regarder notre téléphone toutes les 10 minutes, on ne va pas écouter la radio, on ne va pas se distraire par, j'en sais rien, des bouquins, des romans. Voilà, on reste dans le dharma et on laisse notre esprit s'imprégner petit à petit du dharma, sans forcing, sans tension, mais on baigne dans le dharma. Il y a des fois des pratiques intensives dans le Vajrayana qui durent 7 jours et 7 nuits. Quand on est sorti de retraite, on a fait 7 jours et 7 nuits de Mahakala Chandrupa. Et en fait, vous vous rendez compte, avec les jours qui passent, mais votre esprit ne pense à rien d'autre qu'à cette pratique. Alors que tout continue de vivre extérieurement comme d'habitude. Mais votre esprit n'est plus distrait, n'est plus happé par tout ça, parce qu'il est dans le dharma, quoi. Et en retraite, c'est comme ça que ça devrait être, quoi. La seule préoccupation, c'est le dharma. Alors on va éviter les distractions. Bien sûr qu'on peut se reposer, si on a l'esprit fatigué, l'esprit tendu, alors on peut se reposer.
mais on va éviter les distractions. On ne va pas faire de la peinture, on ne va pas, j'en sais rien, bricoler ou arranger quelque chose. Non, on verra ça après, quoi. Mais pendant la retraite, notre esprit, on le maintient dans notre pratique. On peut lire, mais on va lire des textes du Dharma pour favoriser notre pratique. Hein? C'est ça? Voilà. 4e pratique. La pratique de tous les bodhisattvas est de renoncer aux préoccupations de cette vie, car les amis et les proches qui nous accompagnent depuis longtemps devront tous s'en aller par leur propre chemin. La richesse et les possessions chéries, difficilement amassées, devront être abandonnées, et la conscience, telle une invitée dans notre corps, devra un jour le quitter. C'est très clair, hein, cette 4e strophe. Méditons sur l'impermanence de toute chose. On a vu l'état d'esprit samsarique, et maintenant on réfléchit sur ce deuxième point, cette deuxième idée fondamentale, qui est l'impermanence de toute chose. C'est-à-dire que si on médite bien sur l'impermanence, l'attachement qu'on a pour les êtres et pour les choses va diminuer. Est-ce que vraiment vous pensez que vous êtes attaché à beaucoup de choses? Ou est-ce que vous êtes détaché de tout cela? L'attachement est partout. On est attaché à tout. À tout, même au petit bibelot, qu'il faudra de toute façon un jour laisser. On est attaché à notre corps, on est attaché aux situations que l'on vit, on est attaché aux images, aux idées que l'on a de soi-même, de ce que l'on représente dans la vie, etc. On est attaché à notre petit personnage, on est attaché en fait à tout. L'attachement est quelque chose qui imprègne absolument toute notre activité, toute notre façon de vivre. Et l'impermanence est quelque chose qui va être l'antidote à cet attachement. Quand on pense que tout est impermanent et qu'il faudra un jour absolument tout quitter, eh bien, on est beaucoup moins attaché aux situations et à tout ce que l'on peut avoir comme éléments qui font partie de notre vie. Bon, est-on sûr qu'il faudra tout quitter? On le sait tous, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Pas vraiment. On est sûr que demain, on sera encore là. On est sûr que le voyage en fin d'année, on le fera. Pas sûr, comme disait Ajahn Chah. Pas sûr. Et c'est ça. Il faut se dire, mais pas sûr. La mort peut survenir comme ça, brutalement, qu'on soit jeune. Ce n'est pas une garantie de vivre longtemps. Moi, je suis plus vieux que vous. Vous pourrez peut-être mourir avant moi. Il n'y a aucune garantie, quoi. Il n'y a aucune logique. Hein. Et quand on meurt, qu'est-ce qu'on emporte? Réfléchissons à ce qu'on devra laisser. Nos biens, nos possessions, et quelquefois on s'est battu pour ces possessions, on s'est battu pour ces biens. On a développé énormément d'efforts pour avoir cette situation qui est tellement importante pour nous, quoi. Le jour où vous mourrez, vous savez, cette situation-là, qu'est-ce qui reste, quoi? Les biens immobiliers, les possessions, etc. Mais que reste-t-il quand nous mourrons? Nos héritiers? Mais nos héritiers, ils vont en faire quoi? Vendre tout ça, disperser tout ça, ils n'en ont pas forcément besoin. Et pourtant, on s'est battu et on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour rassembler tout ça. Et les êtres avec qui l'on vit. Mais que restera-t-il d'eux? Que restera-t-il des relations que nous avons établies et qui sont peut-être très très importantes pour nous? Nos amis, c'est peut-être très important, nos amis, mais du jour au lendemain, il faudra les quitter.
Et j'aime bien l'image de Bokar Rinpoche, qui nous disait que quand on descend dans un hôtel, même si cet hôtel est très confortable, eh bien, on utilise tout ce que propose cet hôtel, on jouit en fait de tout ce qu'il nous propose, mais on ne peut pas développer d'attachement quand on est dans un hôtel. Parce que quand on arrive dans un hôtel, on sait qu'un hôtel, eh bien, c'est fait pour être quitté. Et c'est vrai que dans un hôtel, eh bien, on peut apprécier tout ce qui est proposé dans cet hôtel, mais on n'a aucun attachement, on ne développe aucun attachement, et pour les personnes, et pour toutes les situations confortables qu'il peut offrir. Et en fait, Bokar Rinpoche nous disait eh bien, de considérer notre vie comme dans un hôtel. Et je crois que quand l'attachement n'est pas présent, on jouit à 100% de ce que propose notre hôtel. Bien souvent, l'attachement fait que il y a une part de notre esprit qui n'apprécie pas ou qui ne jouit pas de l'instant présent à 100% parce que cette part de l'esprit est déjà dans l'impermanence, est déjà dans le fait que eh bien, cela ne va pas durer. Et à cause de cet attachement, eh bien, on ressent une frustration. Je prends toujours cet exemple, hein, mais vous êtes en vacances 8 jours à la plage, sous les cocotiers. Premier jour super, deuxième jour super, troisième jour super, mais on s'en va à 4 jours. Et il y a déjà une partie de notre esprit qui est dans les valises et qui est projetée dans le retour, dans la fin de cette expérience agréable. Alors que le troisième jour, on est à 100% encore à jouir des cocotiers et de la plage et voilà, des conditions favorables. Mais pourquoi une partie de notre esprit se projette déjà dans la fin et ressent une frustration par rapport à la fin? Parce que nous n'acceptons pas l'impermanence. Ce n'est pas quelque chose qui nous est familier. Pourquoi les choses qui sont agréables, eh bien nous les fixons et nous voulons qu'elles durent. Et nous souhaitons vraiment qu'elles durent. Or, ça ne peut pas durer puisque la nature même de toute chose est d'être impermanente. Il y a le Bouddha qui racontait cette histoire. C'est dans les Jataka, c'est-à-dire que c'est une vie précédente du Bouddha, donc, quand il était bodhisattva. C'est l'histoire d'une famille qui était composée d'un couple âgé, de leur fils adulte, de sa femme et de leur petit enfant. Ses membres étaient étroitement proches et ils s'aimaient et se respectaient tant les uns les autres qu'ils étaient devenus un exemple pour tout le village. Tout le monde pensait qu'ils étaient une famille modèle. Un jour, le fils adulte mourut. Les voisins étaient sous le choc et se disaient entre eux « C'est terrible, son vieux père et sa femme doivent être anéantis. » Les voisins vinrent pour consoler la famille et quand ils arrivèrent, ils découvrirent à leur grand étonnement que tous les autres membres de la famille agissaient comme si rien ne s'était passé. Ni ses parents ni sa femme ne le pleuraient, tout avait l'air complètement normal. Personne ne pouvait en croire ses yeux et ils demandèrent au père « Qu'est-ce donc là? Votre fils n'est-il pas mort ?»« Oui, mon fils est mort, » répondit le père. Son voisin demanda « Comment est-ce possible que vous ne soyez pas triste et que vous ne portiez pas son deuil ? Nous pensions que vous étiez une merveilleuse famille et que vous vous aimiez tendrement les uns les autres, mais nous avons dû nous tromper. » Le père répondit « Nous partagions beaucoup d'affection et nous n'avons jamais rien fait ou dit de blessant entre nous, parce que nous avons toujours su que notre temps en commun ne durerait pas. Nous savions que chacun d'entre nous pouvait mourir n'importe quand et que nous serions séparés. Avec la compréhension que nous n'avions qu'un peu de temps à partager, nous avons pu être proches et chaleureux les uns envers les autres. Mon fils est parti, mais je savais que cela pouvait arriver à tout moment, donc ce n'est pas un choc. Bien sûr, je ne suis pas heureux. Mais pendant le temps où nous avons vécu ensemble, nous avons fait tout ce que nous pouvions
pour nous aider mutuellement. Maintenant, mon fils est mort, mais je n'ai pas de regrets. Je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité. Bon, ça, c'est une vie passée du Bouddha, hein. C'est ce que Rinpoche dit. Bien sûr, c'est le Bouddha qui avait fait cette déclaration dans une de ses vies passées. Et ce n'est pas si simple de développer une telle attitude. Donc, elle peut nous paraître un peu excessive, cette attitude, mais admettre l'impermanence de toute chose, comme quoi l'impermanence fait partie de la vie. Ça aide. Quand l'impermanence frappe, ça aide. Et elle frappe tous les jours. Nous sommes réunis ici, mais dans quelques temps, dans quelques instants, eh bien, nous ne serons plus réunis. Les choses se modifient constamment à partir de causes et conditions. Alors, c'est toute une gymnastique à proposer à notre esprit. Et il faut réfléchir à cette impermanence absolument tous les jours. Parce que notre esprit, à cause de l'ignorance, solidifie toute chose et ne voit pas que tout est instable et que ces conditions qui font que le résultat est la situation que nous vivons maintenant, eh bien ces conditions sont elles-mêmes très instables et peuvent ne plus être réunies dans un instant. Tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui est conditionné est impermanent. C'est normal, c'est comme ça. Quand en Occident, on demande à une personne quel est l'opposé de la mort, quand on pose cette question-là à un Asiatique, la réponse est différente. Pour vous, qu'est-ce que l'opposé de la mort? Qu'est-ce que vous répondriez? Par exemple, vous dites la naissance. Et vous? Ouais. Bon, c'est une réponse que font les Asiatiques. Les Occidentaux, 9 sur 10 vont répondre la vie. Et c'est juste, c'est la naissance qui est l'opposé de la mort. C'est-à-dire que tout ce qui a un début a forcément une fin. Et ces deux types de réponses vont développer deux types de philosophie. Hein? Mais pour un Asiatique qui est habitué à l'impermanence, ça n'en est pas moins douloureux quand l'impermanence est là. Hein? D'accord. Mais il n'y a pas de révolte sur pourquoi ça arrive, quoi. Voilà. Ça arrive parce que ça doit arriver. La nature même de cette tasse est de se casser, quoi. Alors je ne vais pas faire en sorte de la casser. Mais si elle se casse parce qu'elle tombe, ou je la laisse tomber, c'est sa nature de se casser. Ce n'est pas sa nature d'être permanente, de toujours exister. Pourtant, le vase chinois de la grand-mère, hein, il ne faut pas le casser, quoi. Mais un jour, il va se casser. Peu importe comment, ou à cause de qui, mais un jour, il va se casser. Sa nature est de se casser. Et notre nature, à nous, est de mourir. Il n'y a pas un individu qui a fait l'économie de la mort. C'est notre certitude. Un jour, eh bien, on va être confronté à la disparition de ce corps et des agrégats. Voilà. On y réfléchit à ça de temps en temps, à notre propre mort. De quoi aurons-nous besoin sur notre lit de mort? Est-ce qu'on aura besoin de notre compte en banque? Est-ce qu'on aura besoin du dernier téléphone? Est-ce qu'on aura besoin de sa voiture, comme ci, comme ça? Ce n'est pas un problème d'utiliser tout cela, si on en a la possibilité. Mais pourquoi s'attacher à cela? Il y a un jour, il faudra vraiment laisser tout ça. Comme dans un hôtel. Je trouve que cet exemple est très bon. Alors que dire Rinpoche sur l'impermanence? Il doit en dire pas mal. Plus nous serons capables de comprendre l'impermanence, plus nous verrons au travers de l'immense attachement que nous avons pour les choses qui ne présentent que peu d'avantages ou de valeur pour nous. Par exemple, nous fournissons habituellement des efforts considérables pour développer des amitiés ou gagner des richesses.
Beaucoup de personnes risquent pratiquement leur vie pour de telles choses. Ne voyons pas qu'elles sont complètement insignifiantes à long terme. La richesse peut aisément être perdue et ne nous sera à coup sûr d'aucun secours lorsque nous mourrons. Même les amis et les membres de notre famille que nous aimons tant et que nous ne voulons pas perdre seront séparés de nous au moment de la mort. En règle générale, la plupart des problèmes d'amitié et de famille proviennent de la pensée que les relations et les situations ne s'arrêteront jamais. Les tout petits problèmes deviennent de gros problèmes et nous commençons à nous bagarrer à leur propos car nous craignons qu'ils ne durent éternellement. Je n'abandonnerai pas, je ne laverai pas la vaisselle ce soir parce que si je le fais, je devrais le faire pour toujours. Si nous savons que quelque chose ne durera qu'un court instant, nous ne nous en préoccupons pas. Mais si nous pensons que cela durera toujours, ça devient trop. La plupart des problèmes entre les personnes, mais aussi entre les pays, peuvent être attribués à cette illusion de permanence. Nous devrions utiliser l'opportunité que nous avons d'être ensemble du mieux que nous le pouvons. Si nous essayons de créer de bonnes conditions, de nous aimer et de nous aider les uns les autres, nous pouvons avoir du bon temps. Mais nous ne l'apprécierons pas si nous commençons à nous bagarrer. Cela est vrai de toute situation. Si nous comprenons vraiment l'impermanence, nous serons capables de nous relier avec plus de sagesse aux autres. Nos esprits seront plus clairs et nous verrons mieux comment sont les choses. Nous saurons que tôt ou tard, toute relation aura une fin. La même chose est vraie des possessions et des richesses. Si nous nous accrochons fermement à quelque chose, nous aurons des problèmes à la mesure de notre attachement et nous redouterons sa perte. Un proverbe tibétain dit « Si vous possédez les richesses d'un dieu, vos problèmes sont du niveau d'un dieu. Si vous possédez un cheval, vos problèmes sont du niveau d'un cheval. » Cela ne veut pas dire que la richesse divine ou le cheval soient problématiques en eux-mêmes, mais plus nous sommes attachés à ce que nous possédons, plus nous voulons posséder de choses et plus nos problèmes s'amplifient. Le véritable problème, c'est l'importance que nous accordons à la fois à nous-mêmes et aux choses que nous voulons. Tomé Zangpo nous fait remarquer que nous ne serons pas seulement séparés de nos possessions et de nos amis, mais aussi de notre corps, dans lequel notre esprit n'est qu'un hôte. Notre corps est fait de 5 éléments, et étant composé, il sera à coup sûr désintégré quand le temps de la dissolution sera venu. Même nos corps ne sont pas permanents. Et Rinpoché conclut en disant « Une fois que nous aurons compris l'impermanence clairement, notre saisie et notre manière samsarique de nous voir nous-mêmes et tout le reste se dissiperont quelque peu. Nous ne nous sentirons plus aussi liés par nos désirs et nous pourrons être plus ouverts et dévoiler nos cœurs. Nos intérêts personnels ne prévaudront plus sur ceux des autres et nous ne ressentirons plus le besoin d'imposer autant de conditions à ceux que nous aimons. Étant moins égoïstes et susceptibles, nous ne nous sentirons plus aussi hypersensibles et vulnérables aux blessures. Nous pouvons nous débarrasser des préoccupations pour cette vie en voyant l'impermanence dans tous les aspects de la vie matérielle. Relâcher notre saisie, particulièrement vis-à-vis de nous-mêmes, est une des manières fondamentales d'agir en bodhisattva. C'est vraiment un antidote, hein, cette méditation sur l'impermanence. Vous avez dans les 4 idées fondamentales, hein, l'état d'esprit samsarique, l'impermanence, le karma et la précieuse existence humaine. Merci. Voilà. On a parlé de la précieuse existence humaine précédemment, on a parlé de l'état d'esprit samsarique, et là on aborde l'impermanence. À chaque fois que Lama Tenpa Gyamtso, vous savez, ce lama tibétain qui vit en ermite depuis 1988 en France, à chaque fois qu'il écrit, il commence son courrier par rappeler l'impermanence et rappeler le karma. Mais il rappelle souvent l'impermanence. Souviens-toi
que tout est instable. Souviens-toi que tout est impermanent. En d'autres termes, ne t'accroche pas. Ne solidifie pas les choses. Tout est fluctuant. Tout va et vient, tout se transforme, tout est instable. L'instabilité, ça veut dire la transformation des choses. Notre corps se transforme, c'est clair, non? Il n'y a qu'à regarder quelques photos, on voit bien que même si on fait tout pour éviter la transformation, il se transforme, qu'on le veuille ou non, il se transforme. Et tout est de cette nature impermanente. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une entité unique, autonome et permanente. Ça n'existe pas. Donc les deux portes d'entrée pour la vacuité, c'est l'impermanence et l'interdépendance, ce qu'on développait un peu précédemment. Quand on réfléchit vraiment à l'interdépendance et à l'impermanence, eh bien, on comprend qu'il n'y a pas d'entité permanente, autonome, unique, qu'on appelle le moi. Donc c'est fondamental de réfléchir sur cette impermanence. Je relis la strophe. La pratique de tous les bodhisattvas est de renoncer aux préoccupations de cette vie. Car les amis et les proches qui nous accompagnent depuis longtemps devront tous s'en aller par leur propre chemin. Donc ça veut dire que, au lieu de s'intéresser à des activités mondaines, intéressons-nous à notre esprit et à la transformation de notre esprit. La richesse et les possessions chéries, difficilement amassées, devront être abandonnées. Et la conscience, telle une invitée dans notre corps, devra un jour le quitter. Donc ça relativise un petit peu tous les efforts que l'on développe pour les activités mondaines. Quand on voit ce qui se passe en politique, dans tous ces domaines-là, ok, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de tout ça, mais on voit que la saisie est extrêmement puissante par rapport à une idéologie, par exemple, par rapport à des situations qui sont contraires à nos propres valeurs, comment on va se comporter, etc. Il n'y a pas de place pour la bienveillance, il n'y a pas de place pour l'amour, la compassion. Même si la motivation d'un politicien, ça peut être d'apporter un bienfait pour le peuple. Mais c'est basé sur des cléchas. C'est fondé sur des cléchas. C'est fondé sur l'ignorance. L'ignorance fondamentale n'est pas déracinée. Alors, tout se base sur cette ignorance fondamentale et sur ces expressions que sont les cléchas. Résultat de tout ça, c'est beaucoup de souffrance. Donc si nous voulons nous libérer de la souffrance et libérer les êtres, montrer aux êtres comment s'en libérer, eh bien nous devons travailler sur ces cléchas et sur la saisie qui est présente dans notre esprit pour toute chose, et l'impermanence est un des antidotes à cette saisie. Question? Je regarde l'heure, ça va? Pas de questions? Vous êtes persuadé que tout est impermanent? Vous pensez que le dharma est permanent ou impermanent? Impermanent. Il va se dégénérer et il va disparaître un jour. Le Bouddha a prédit qu'il durerait 5000 ans. Nous en sommes à la moitié. Donc avant de disparaître, il ne va pas disparaître d'un coup, mais il va se dégénérer. Aujourd'hui, c'est encore une voie qui permet la réalisation de l'éveil. Mais ça ne le sera plus. Dans quelques siècles, ça ne le sera plus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même plus difficile de réaliser l'éveil qu'à l'époque du Bouddha. Dans les sutras, on peut lire que quand le Bouddha enseignait, eh bien, il y avait des arhats, enfin des disciples qui devenaient en une minute arhats et qui réalisaient vraiment ce que le Bouddha venait d'enseigner. Nous, on nous explique la vacuité, etc. Et on est là,
Oh ouais, d'accord. Mais ça percute pas, quoi. Ça fait pas de... Ça ne modifie pas notre esprit spontanément, quoi. Il va falloir bûcher, il va falloir revenir là-dessus et puis s'imprégner de cette idée et de l'intégrer à notre pratique. Ça veut dire que, et les textes le disent, que nous sommes dans ce qu'on appelle les temps dégénérés. Les temps dégénérés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les kleshas sont de plus en plus puissants et que notre préoccupation n'est pas la libération. Notre préoccupation, pour la plupart, eh bien, c'est la réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle, etc. On peut voir ça autour de nous. Qui est intéressé par la libération, par se libérer de tout ça? Il y a très peu de monde, en fait. Par contre, la réussite professionnelle, sociale, etc., ça, c'est... Tout le monde le vise, quoi. Mais un jour, il faudra quitter tout ça. Et ça ne nous permet pas de vraiment travailler sur notre esprit et de se libérer des kleshas et de l'ignorance fondamentale. Donc, nous qui avons pris les vœux de Bodhisattva, eh bien, nous ne devons pas oublier notre objectif et ne pas se tromper d'objectif. Il y a des tendances dans notre esprit qui peuvent être très fortes et qui font que, eh bien, on peut se tourner vers autre chose. Il y a des personnes qui ont complètement quitté le Dharma, alors qu'elles étaient très investies dans le Dharma, et qui l'ont quitté depuis. Ça peut arriver. Tout est impermanent. Notre motivation est impermanente. Les conditions qui font que nous pouvons pratiquer le Dharma aujourd'hui sont impermanentes. Demain, le Dharma sera peut-être toujours là. Est-ce que nous aurons encore cette aspiration à réaliser l'éveil? Pas sûr. Donc si nous l'avons là maintenant, nous devons développer et créer les causes pour maintenir ces conditions. Par exemple, est-ce que l'on réfléchit à créer des causes, pour le moment, pour que nous puissions continuer le chemin dans la vie prochaine et créer donc des conditions pour être en présence du Dharma dans la vie prochaine? C'est pas très évident, ça, pour les Occidentaux. Bien sûr que le fait de pratiquer le Dharma, ça crée des conditions, mais qu'est-ce qui fait que nous avons une précieuse existence humaine? Quelle est la cause de la précieuse existence humaine? C'est de multiples causes, je suis d'accord, mais il y a une cause principale, c'est la conduite éthique. Si nous voulons avoir une précieuse existence humaine, donc toutes les conditions pour pratiquer le Dharma dans la vie prochaine, il faut avoir une précieuse éthique, il faut avoir une conduite éthique correcte dans cette vie. Et ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas forcément. Les Tibétains, quand on va en Inde et qu'on voit les Tibétains circumambuler autour d'un stupa, faire des offrandes et des offrandes et des offrandes, quand on leur demande « mais tu ne veux pas réaliser l'éveil avec tout ça ?» ils te répondent « non, je ne veux pas réaliser l'éveil, mais je prépare la vie suivante pour être en contact avec le Dharma et pouvoir pratiquer le Dharma et continuer mon cheminement. » Accumulation de vertus. Sonam Gitso. Ce qu'on appelle l'accumulation de mérite. On peut mettre de côté le mot mérite, hein, mais Sonam Gitso, c'est rassemblement d'activités bénéfiques, donc vertueuses. Est-ce que nous donnons une importance à l'accumulation de vertus? Voilà. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et comment accumuler des vertus? Hein? Si vous prenez la prière à 7 branches, tout est dedans. Mais alors après, comment mettre en pratique cette prière à 7 branches dans notre vie quotidienne? Voilà pour cette strophe. La strophe 5. La pratique de tous les bodhisattvas est d'éviter les mauvais amis, car en leur compagnie, les 3 poisons de l'esprit s'accroissent.
tandis qu'étude, contemplation et méditation décroissent, de sorte que l'amour et la compassion s'estompent et disparaissent. Alors, la pratique de tous les bodhisattvas est d'éviter les mauvais amis. Pourquoi éviter les mauvais amis? Qu'est-ce qu'on appelle les mauvais amis? Ce sont toutes les situations, les personnes qui font que notre vertu décroît et nos kléchas augmentent. Vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qui ne sont pas favorables à ce que vous pratiquiez le dharma. Quand on a la précieuse existence humaine, on n'a en général pas d'obstacle à ce niveau-là. Mais il y a des personnes, moi je me souviens de personnes, c'était avant que je parte en retraite, mais dans une retraite précédente, la mère de la personne venait une fois par semaine pleurer et hurler à la porte du centre de retraite pour que son fils sorte. Et il a fini par sortir. Ben ça, c'est un sacré obstacle, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on pourrait appeler les mauvais amis, quoi. Alors, elle était peut-être en souffrance, cette femme, hein, parce que son fils était enfermé. Mais voilà, ça, c'est pas un ami favorable, on va dire, favorable à votre pratique. Donc, il faut quitter ce genre d'amis. C'est-à-dire que, faut expliquer que non, tu peux peut-être réagir comme ça au fait que je sois en retraite, mais en tout cas, pour moi, c'est important et je fais cette retraite. C'est sûr que quand on part en retraite plusieurs années, nos proches, c'est pas drôle pour eux. Hein. Nous, on choisit d'entrer en retraite, donc on est heureux d'entrer en retraite. Mais vos proches, je peux vous dire, il y a un deuil à faire, quoi. Hein. Moi, j'ai vu ma mère. Quand on s'est dit au revoir, elle a éclaté en sanglots et elle m'a dit je ne voulais pas craquer, mais c'est quand même dur, quoi. Parce qu'elle, elle comptait les Noëls qu'on allait passer sans se voir. 4 Noëls, quoi. Pour elle, c'était vraiment dur. Tandis qu'étude, contemplation et méditation décroissent, de sorte que l'amour et la compassion s'estompent et disparaissent. Alors ça, on peut le constater, et on verra ça dans l'heure prochaine, mais on peut constater que quand on s'entoure, quand on est dans un environnement qui n'est pas propice à la pratique et au dharma, eh bien notre pratique, elle décroît et nos kléchas augmentent, l'amour, la compassion, eh bien ça a tendance un peu à s'estomper. Vous avez déjà fait l'expérience que si vous ne méditez plus, si vous ne fortifiez plus votre bodhicitta, parce que vous êtes en vacances avec des potes, avec un environnement pas du tout dans le dharma, eh bien, votre pratique du dharma a tendance à décroître. Et ça, c'est facile à constater, quoi. Hein. Quand on ne médite plus, par exemple, eh bien, les kléchas augmentent automatiquement, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais amis. C'est un environnement qui n'est pas favorable. Et au début de notre pratique, eh bien, nous avons besoin d'un environnement favorable parce que nous sommes très influencés par cet environnement. C'est ce que dit Rinpoche. La plupart d'entre nous sont aisément influençables par les autres. Il n'y a que très peu de personnes qui soient à ce point vertueuses qu'elles ne seraient pas influencées négativement par une mauvaise compagnie. Et il n'y a que très peu de personnes qui soient à ce point non vertueuses qu'elles ne seraient pas influencées positivement par une bonne compagnie. La plupart d'entre nous se situent quelque part entre les deux et nous changeons aisément notre comportement en fonction de notre environnement et des circonstances. En tant que débutants sur la voie du bodhisattva, il nous est par conséquent fortement recommandé de nous protéger des influences négatives et d'observer avec attention la manière dont nous sommes influencés par les personnes avec qui nous passons notre temps. Voilà. Entourons-nous d'un environnement favorable pour notre pratique. Et on va arrêter là pour cette heure. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul établir en cet état tous les êtres. Merci.